Voilà, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis très heureux qu'on accueille aujourd'hui Pierre Chambert-Prota, qui est assistant au département des manuscrits de la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome, donc, qui est agrégé de l'université en grammaire, donc c'est un philologue, et qui est docteur de l'école pratique des hautes études en études latines en 2016, avec une thèse qui a porté sur les méthodes de travail de Florus, un intellectuel, je crois qu'on peut parler d'intellectuel carolingien, notamment en rapport avec sa lecture des textes patristiques. Et cette thèse a d'ailleurs reçu le prix des Académies pontificales en 2017. Pierre Chambert-Prota est également l'auteur ou le co-auteur avec Camille Gerzaguet d'un livre Timothée sur la Pâque aux éditions du Cerf en 2019 aux sources chrétiennes et qui a, lui, reçu le prix Osiris de l'Institut de France en 2020. Et donc, je suis très heureux de lui céder la parole aujourd'hui pour nous parler de Florus, mais cette fois-ci, si j'ai bien compris, c'est plutôt la lecture ou les relectures de Florus à l'époque moderne. Voilà. Ben, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à tous d'avance pour votre attention. Alors, effectivement, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est peut-être un peu différent de la majorité des séances précédentes du séminaire. D'abord parce qu'il s'agit de textes et d'histoires littéraires au sens large plutôt que documentaire. Et puis parce que je ne vais pas vraiment m'occuper aujourd'hui de la manière dont nous, médiévistes, pouvons apprendre des modernes des choses sur le Moyen-Âge qu'on n'aurait pas su autrement. Mais plutôt de la manière dont la période moderne a constitué des savoirs sur une question précise, une question médiévale en l'occurrence, qui est celle que je connais. Donc un savoir dont ensuite nous y sommes redevables. Et d'ailleurs, fait assez symptomatique, je parlerai presque pas de manuscrits et en fait beaucoup plus de publications. Alors la raison pour laquelle je crois que c'est quand même intéressant, c'est que le sujet en question, donc Florus de Lyon, n'existait pas du tout au début de la période moderne. Et donc les philologues, les historiens ont d'abord dû s'apercevoir de l'existence d'un sujet avant de travailler dessus, de le définir par rapprochement et par opposition avec d'autres sujets historiques. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, simplement, pour que vous situiez un petit peu mieux le sujet, je vais vous donner les grandes lignes de ce qu'on sait sur Florus de Lyon aujourd'hui. Alors, en prenant essentiellement les faits les plus bruts dont on dispose. Donc, Florus de Lyon. Alors, en 828, on a la première mention, la mention la plus tôt de Florus de Lyon, dans une lettre de Valafrid Strabon, donc, qui est un jeune poète prodige. Hein, il est très jeune, il doit avoir la vingtaine à l'époque. Il est déjà célèbre pour un poème qu'il a écrit à 18 ans. Il écrit une lettre en vers à Gobard, évêque de Lyon, et en fait, l'essentiel de la lettre en vers est consacré à faire l'éloge d'un jeune homme, Florus, dont la réputation est en train de se répandre. On a une liste de clercs de la cathédrale de Lyon, du chapitre cathédrale de Lyon sous Agobard, sur laquelle figure effectivement un Florus, parmi toute une foule de gens qui sont inconnus par ailleurs. Hein, donc, il n'était pas tout seul à la cathédrale. Ça correspond aussi avec une lettre de l'époque une lettre d'Agobard à son confrère Barthélemy de Narbonne, qui est co-signé avec Florus et un troisième clerc qu'on retrouve sur la liste, Ildikissus. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quel titre ces deux personnages co-signent la lettre à Barthélemy. Probablement, ils représentaient une forme de caution, soit de compétence sur le sujet de la lettre, peut-être. En tout cas, ce n'est pas précisé. Et puis sur la liste, on retrouve aussi Mauduin d'Autun, donc à la tête du chapitre de l'église Saint-Georges. Et alors ça, on peut rapprocher d'un événement. Donc en 835, il y a des
bouleversements politiques sur lesquels je ne reviens pas. Agobard est plus ou moins déposé, il est obligé de fuir en Italie et on nomme à sa place des administrateurs du diocèse, dont ce Mauduin, qui est entre-temps ou en même temps évêque d'Autun. Et on a une lettre, une supplique de Florus à Mauduin d'Autun, qui l'appelle au respect de l'église de Lyon, avec cette petite mention. On a très peu de mentions, on a très peu de détails autobiographiques de Florus, mais voilà, là on a dit quelque chose. Hein. Notre nourrice, notre exégénitrice, donc il se met, visiblement, il y a un passé commun avec Mauduin au sein de l'église de Lyon. Ce qu'il faut rapprocher d'une autre supplique émise par Florus dans le même contexte, hein, où il dit partager les blessures de l'église de Lyon, sa mère, au sein de qui il a été nourri dès l'enfance, dans laquelle il a occupé donc une charge d'administration à service de doctrine et de prédication. On ne sait pas exactement quelle était la nature de ses responsabilités, mais donc on voit par ce petit détail, on a quelqu'un visiblement lyonnais, born and raised, comme on dit, et qui est en responsabilité. Alors, Agobard rentre en grâce et à Lyon en 838, il meurt en 840, mais c'est aussi sous son pontificat, donc 814-840, que Florus répond à une demande d'Eldrade de Novalaise, l'abbé Eldrade de Novalaise, de faire une révision critique du texte latin du psautier. Donc on a les réponses, donc travail en critique biblique. Et puis, après la mort d'Agobard en 840, un des diacres d'Agobard lui succède, mais pas Florus. Et on n'a pas vraiment d'indication datée sur le travail de Florus à cette époque, sinon 2 termini antiquos, puisqu'en 848, on a Manon de Saint-Oyan, donc qui est prévôt de l'abbaye de Saint-Oyan, qui est dans le Jura. C'est Saint-Claude, c'est devenu Saint-Claude ensuite, qui copie la collection de Florus sur le compute Pascal, donc collection réalisée par Florus avant 848, par définition. Et puis la même année, on a Van d'Albert de Prume qui publie son martyrologe en vers, donc une mise en vers du martyrologe. Et dans la préface, il a ce passage particulièrement élogieux pour Florus, pour le travail de Florus, sur lequel il s'est appuyé, qui correspond aussi à d'autres sources qu'on verra tout à l'heure. Donc on voit bien l'éloge à la fois personnel de Florus et puis de la bibliothèque de Florus. Dernière activité datable, la plus tardive qu'on ait, le Concile de Valence le 8 janvier 855, puisqu'on voit que les canons du Concile de Valence sont largement tirés d'un écrit de Florus un petit peu antérieur. Et puis, on retrouve sa main derrière ces canons aussi parce qu'on a retrouvé sa main préparant les textes législatifs d'un des canons dans le manuscrit Berlin-Philipps 1745. Ce qui m'amène au dernier point, donc, qui est très important aujourd'hui pour notre compréhension de Florus, c'est qu'on a retrouvé un grand nombre, plusieurs dizaines de manuscrits sur lesquels il a travaillé, alors soit qu'il a produit lui-même ou qu'il a fait produire, ou bien sur lesquels il a travaillé lui-même, il a préparé ses œuvres, et donc on peut faire, tout ça tisse un réseau d'informations assez serré entre ces manuscrits sources nous renseignent sur ces œuvres, celles dont on a conservé les autres, et ces œuvres nous renseignent sur les manuscrits sources, ceux qu'on a conservés et les autres, et de cette manière on a un réseau d'informations assez serré sur lui. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent dans l'ombre, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées, mais vous voyez qu'en gros, avec ces données un peu brutes, on voit se dessiner le portrait d'un homme actif à Lyon vers 825-855, sous 4 évêques, sous 3 évêques, et puisque visiblement il est lyonnais visiblement depuis la naissance, donc ça placerait son éducation sous l'Aidrade. Proche collaborateur des évêques, visiblement célèbre dès le début de sa carrière publique, dès son apparition dans nos sources, et puis un homme qui s'est intéressé à une grande diversité de sujets. Au bout du compte, c'est peut-être un des auteurs de cette époque sur lesquels on est le mieux documenté, hein, surtout si on compte les documents de première main, pour lesquels vraiment on a un nombre de documents de première main vraiment sans commune mesure avec ce qu'on a pour d'autres intellectuels de cette époque. Mais on peut dire que vraiment, il revient de loin. Et en préparant cette intervention, je me suis demandé un peu pour la petite histoire,
à quelle date et dans quel bouquin le nom de Florus de Lyon a été imprimé pour la première fois. Et je pense qu'il s'agit de cet incunable imprimé à Florence en 1486. Alors, il y avait déjà eu des éditions du martyrologe du Zuard avant, tout simplement parce que le martyrologe du Zuard, en fait, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est juste le martyrologe. Donc, dès les débuts de l'imprimerie, il y a des gens qui ont pris un manuscrit du martyrologe, qui en ont fait un imprimé simplement pour vendre le martyrologe. Mais là, on a vraiment un travail d'érudit sur le martyrologe du Zuard, et donc c'est l'édition Princeps, en particulier de la préface du martyrologe du Zuard, dans lequel Usuard, comme Van d'Albert dans son propre martyrologe, mentionne le travail de Florus. Et alors, autant vous voyez que Vespucci, voilà, c'est un vrai humaniste qui a fait un vrai travail d'édition sur le martyrologe d'Usuard, autant vous voyez que quand Usuard mentionne Florus, il ne voit pas ce qu'il sait, il ne voit pas qui c'est, hein, c'est Florius, bon. Donc, j'imprime ce que j'ai trouvé, hein, mais il ne peut pas dire, visiblement, il ne voit pas de qui il peut s'agir. Donc, c'est assez anecdotique, hein, c'est purement symbolique, et en même temps, c'est assez symptomatique de la situation de Florus au sortir du Moyen-Âge. Son nom apparaît à la racine d'un bouquin qui a vraiment structuré, alimenté la vie religieuse depuis le Xe siècle, mais ce nom est une coquille vide. On ne sait pas qui c'est. Et constat similaire pour la toute première œuvre de Florus qui est imprimée, puisque cette fois, son nom n'apparaît carrément nulle part. L'œuvre est attribuée à Bède. Alors, il s'agit de son Expositio, donc un grand commentaire augustinien sur l'apôtre, sur les épîtres de Paul. Et là encore, le fait que cette Expositio est attribuée à Bède, ce n'est pas du tout par négligence ou parce que l'éditeur aurait fait le travail par-dessus la jambe. Hein. Boussard est un docteur de Sorbonne qui a fait sur le texte de l'exposition un travail vraiment remarquable. C'est vraiment un très beau travail, mais tout simplement, les gens, lui comme tout le monde à l'époque, est vraiment persuadé que l'ouvrage est de Bède. Et c'est à tel point que lorsque cette édition Boussard est réimprimée en 1522, donc Bade reprend le début du colophon de l'imprimé, hein, donc le bleu, là, le texte en bleu, c'est la même chose, et puis il complète, et il rajoute en particulier cette note en rouge là, qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout chez Boussard, avec cette petite note. Hein. Je ne discuterai même pas l'opinion de ceux qui attribuent cette compilation, non à Bède, mais à je ne sais quel moine Florus, sous prétexte qu'elle contient, cette œuvre, la fleur des propos d'Augustin. Car Bède lui-même, à la fin de l'histoire qu'il a écrite, entre autres choses qu'il a attesté de lui-même et de ses œuvres, a écrit ceci: sur l'apôtre, tout ce que j'ai trouvé commenté dans les œuvres de saint Augustin, j'ai pris soin de le transcrire tout entier dans l'ordre. Tels sont ces mots. Donc ici, il faut bien voir que quand Bade écrit ça dans son colophon, il s'inscrit dans la droite ligne d'un débat médiéval, avec les mêmes arguments. L'Expositio, c'est une œuvre qui a rencontré un grand succès à partir du XIe en particulier, mais Florus ne l'avait pas signé, et cet anonymat a gêné. Donc très tôt, on a cherché un auteur, et on a trouvé, 2 candidats ont été trouvés indépendamment. Pierre de Tripoli, donc un illustre inconnu, à qui Cassiodore attribue une œuvre dont la description peut correspondre à l'Expositio. Donc ici, vous voyez que à Cluny, début 11e, au moment où on copie l'Expositio, on met d'abord le chapitre de Cassiodore avec une petite note qui dit « Ah, ici, Cassiodore dit de qui c'est ». Et puis, autre candidat, Bède, justement, à cause du passage que Bade cite encore en 1522. Donc ici, vous avez ce manuscrit de deuxième moitié du XIIe, dans lequel, et c'est le titre que Florus avait écrit pour son Expositio, mais on a rajouté cette petite mention, hein, A venerabili Beda presbytero, ut gesta anglorum testantur. Donc on a vraiment la référence à la source de l'information. C'est l'histoire de Bède, c'est dans son histoire que Bède parle de cette œuvre qui est de lui. Le nom de Florus, en fait, avait été réintroduit dans certains exemplaires, hein, mais on ne savait déjà plus de qui pouvait s'agir. Et donc, en général, on trouve Aquodam Floro et pas A Floro, Lugdunensi Ecclesiae Diacono. On trouve vraiment Aquodam Floro. Bon, on ne sait pas qui c'est. Le nom est là, mais on ne sait pas qui c'est. Et par conséquent, on a rapidement imaginé que c'était en fait que ce mot Florus était en fait un synonyme de florilège. Hein, donc c'est ce qui explique. Oh pardon, j'ai laissé des lignes de construction ici qui ne devraient pas apparaître. C'est ce qui explique Robert de Torigny, donc dans une dissertation fin 12e, hein, où il explique, il se demande de qui est cette œuvre et il envisage les candidatures de Bède et de Cassiodore et de Pierre de Tripoli, pour se prononcer pour Pierre de Tripoli, mais il évacue immédiatement la question du mot Florus, parce que pour lui, c'est même pas un auteur possible, en fait, c'est juste un synonyme de florilège.
Donc, le nom de Florus a été mangé par tout le lexique des fleurs de l'anthologie qui entoure les florilèges. Et aussi, on a aussi supposé que des copistes ignares avaient mal compris l'expression liber florum, et ils avaient écrit liber flori, alors qu'en fait, parce qu'ils ne connaissaient pas le génitif du mot flos, quoi. Ah. Donc tout ce lexique des fleurs, ça traverse, on le retrouve dans un certain nombre dans le paratexte d'un certain nombre de manuscrits de l'exposition tout au long du Moyen-Âge. Donc Bade s'inscrit dans la droite ligne de ce débat, et c'est exactement pour ça qu'il dit je ne sais quel Florus moine, parce que ce sont la fleur des propos d'Augustin. Alors, je voulais juste vous montrer cet exemple en revenant un peu dans les sources médiévales, un peu en détail, simplement pour montrer que Boussard et Bade héritent d'une situation ancienne. C'est cette situation un peu paradoxale, où des œuvres de Florus suscitent l'intérêt et se diffusent, mais son nom n'est plus qu'une coquille vide. Situation qui remonte donc à un siècle, peut-être un peu plus d'un siècle après sa disparition seulement. Et je voulais aussi souligner à quel point la bibliographie moderne, l'effort qu'on va lui voir faire là, dans toutes les publications dont je vais parler, pour recouper, pour interpréter les informations bibliographiques, en l'occurrence sur Florus. Donc cette bibliographie moderne est dans la continuité d'une bibliographie médiévale, qui est plus difficile à saisir parce que on a moins l'habitude d'envisager les textes médiévaux dans leur dimension bibliographique, j'ai l'impression, mais il y a bel et bien une bibliographie médiévale à laquelle appartient aussi d'ailleurs, d'une certaine mesure, la préface d'Usuard que je vous ai montré tout au début, dans laquelle Usuard, 9e siècle, parle de ses sources, des sources de son travail. Alors, cette situation de départ, quand même, où Florus est là, mais sans trop l'être, on ne sait pas qui c'est, ça a quand même causé une certaine pagaille, dont les conséquences se font toujours sentir aujourd'hui dans une certaine mesure, parce que ces œuvres ont été publiées en ordre très dispersé, et elles ont souvent des historiographies qui sont très complexes et qui ont elles-mêmes été débrouillées pas de manière coordonnée. Les premiers ouvrages de bibliographie attestent bien l'état des connaissances, ou des non-connaissances. Et Konrad Gessner, en 1545, alors il ne connaît pas Florus du tout, il n'y a rien sur le nom de Florus n'apparaît pas, et il connaît le commentaire attribué à Bède. Donc voilà, moi je sais que ça, c'est quand il écrit ça, il veut parler de Florus, mais Gessner, lui, ne le sait pas. Et puis, mais Gessner, en même temps, il revendique de ne pas faire un travail critique, il veut juste faire la liste de tous les bouquins qui existent. Et on voit que cette entreprise a ses limites, puisque même lorsqu'il essaye de faire, donc dans les Partitiones Theologicae 1549, qui est une espèce de refonte méthodique par sujet de toute la matière qu'il avait rassemblée en 1545 par auteur, au moment où il fait une liste de commentaires sur l'apôtre, le commentaire de Bède apparaît 2 fois, à 2 entrées d'intervalle, et ça ne le gêne pas, alors qu'en fait, c'est certainement dans son esprit la même œuvre. 20 ans plus tard, Sixte de Sienne fait un travail qu'on dirait aujourd'hui un peu plus sérieux, mais lui non plus ne connaît pas du tout Florus. Alors, Cassiodore lui donne le nom de Pierre de Tripoli qui n'apparaissait pas jusqu'à présent dans les imprimés, mais il ne fait pas le lien avec le commentaire imprimé sous le nom de Bède. Même s'il n'est pas sûr de l'attribution du commentaire imprimé sous le nom de Bède. Donc, il dit bien qu'il y a un débat sur l'attribution du commentaire imprimé sous le nom de Bède, mais lui, il pense soit à Barthélemy d'Urbino, donc qui est du 14e, rien à voir, soit il rajoute Sunt et qui, et certains l'attribuent à Florus Moine, point. Donc, il a très bien pu trouver ça juste dans les colophons des éditions de Bade. Visiblement, il ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de notice sur Florus non plus. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Sixte, ici, s'appuie pas seulement sur la bibliographie imprimée, mais aussi sur des manuscrits. D'abord parce que quand il parle de Pierre de Tripoli, il nous dit ils sont conservés à Bologne dans la bibliothèque des Dominicains. Et alors ça, en fait, ça correspond à un exemplaire de l'exposition de Florus qui provient effectivement des Dominicains de Bologne, qui est toujours conservé, qui provient des Dominicains de Bologne, et dans lequel l'exposition est effectivement attribuée à Pierre de Tripoli. Donc là, on voit qu'il connaît, soit de vue, soit par ouï-dire, ce manuscrit qu'on a toujours. Et puis en fait, question à laquelle je n'avais pas pensé à me poser au départ, en fait, même quand il cite Cassiodore, il le cite aussi c'est aussi une source manuscrite pour lui, parce que Cassiodore
n'a été édité que la même année à l'autre bout de l'Europe. Et donc, Jacques de Pamel, on voit, donc, il y a le passage sur Pierre de Tripoli, très bien, et lui, il refait une liste de commentateurs de Saint-Paul, un peu comme Gessner avait fait en 1549, et lui, on voit qu'il a cette mention de Pierre de Tripoli qu'il a ajouté, alors avec une petite étoile pour dire ça, c'est cité par Cassiodore, et il a Bède, mais il a évidemment toujours pas Florus. Alors, dans l'intervalle, donc 80 ans, on est 80 ans après la première mention imprimée du nom de Florus et il n'existe toujours pas, mais pourtant dans l'intervalle, il s'est passé quelques petites choses quand même. Donc d'abord, l'exposition de Florus a été réimprimée déjà 5 fois sous le nom de Bède. Alors, donc déjà plusieurs réimpressions de Boussard. En 1548, il y a eu l'édition princeps d'une autre œuvre de Florus, donc, qui s'appelle l'exposition, donc qu'on appelle l'exposition missae. C'est un commentaire du texte principal de la messe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas du tout dans l'édition d'érudition pour le coup, hein. L'éditeur a trouvé ce texte dans un manuscrit. Il le trouve très bien parce que ce texte réfute par les pairs les hérésies modernes, donc les protestants, hein, les attaques des protestants sur l'Eucharistie, etc. Et donc, il se dit, je vais l'imprimer pour le mettre comme une lampe sur un lampadaire, hein, Velut Lucerna super candelabrum. Donc, on voit bien qu'il a conscience de la diffusion large que l'imprimé va donner à ce texte, mais il n'y a pas du tout de travail sur l'origine de ce texte, son auteur, sa datation, rien du tout. En 1554, on a eu très discrètement, effectivement, il faut savoir que c'est là l'édition du Martyrologe d'Adon, dans lequel Adon, comme Usuard et Vandalbert, mentionne Florus parmi ses prédécesseurs. En 1554 aussi, édition princeps d'un poème de Florus, ici, un poème de Florus sur les reliques de Cyprien, mais édition sous le nom d'Agobard. Et puis, ce poème, très vite, passe dans le corpus des œuvres de Cyprien. Parce que quand Morel, en 1564, publie les œuvres complètes de Cyprien, il commence par placer au début, en tête des œuvres de Cyprien, tout un dossier hagiographique, tous les textes hagiographiques qu'il a pu trouver sur Cyprien, dont le poème de Florus attribué à Agobard. Et ça va être le principal canal de diffusion de ce texte, puisque en fait, c'est moi qui suis tombé sur l'édition princeps de Charpin il y a quelques années. Jusqu'à présent, on pensait que c'était Morel qui l'avait imprimé en premier. Et puis, alors très important parce que lourd de conséquences, en 1560, le même Guillaume Morel a imprimé un poème de Drepanius et 8 poèmes de Florus sans nom d'auteur à la suite. Donc d'abord le poème de Drepanius, puis 8 poèmes sans nom d'auteur qu'on sait aujourd'hui être de Florus. Et en ça, il a suivi en fait exactement son manuscrit source, hein. Vous voyez, vous avez le poème de Drepanius, Drepani de Chereo Pascali, Incipit versus Drepani de Chereo Pascali, et puis ensuite vous avez 8 poèmes sans nom d'auteur, comme dans le manuscrit 8 poèmes sans nom d'auteur. Sauf que en 1562, Georg Fabricius a publié une énorme anthologie de poésie chrétienne, et lui, il a cru, mais en fait, probablement de toute bonne foi, vraiment sans se poser la question, que le nom de Drepanius était en facteur commun pour les 8 poèmes suivants, et il s'est aperçu que le poète d'un des 8 poèmes suivants se nomme dans le poème et s'appelle Florus. Et donc, il a imprimé les 9 poèmes sous le nom de Drepanius Florus. Et en plus, il a remanié l'ordre des poèmes parce qu'il trouvait que ce n'était pas très logique dans l'édition Morel. Donc, il a mis d'abord les poèmes religieux, puis les poèmes personnels, etc. Et ce qui fait que le poème de Drepanius n'était plus en tête, mais s'est retrouvé au beau milieu de la série de 9. Et donc, c'est devenu en fait complètement impossible de voir la méprise. Et le livre de Fabricius c'est beaucoup plus diffusé que celui de Morel. Et donc, ça a créé ce Drepanius Florus. Donc, si vous voulez, ce n'est pas très étonnant que Gessner et Sixt
ne connaissent rien à Fleurus de Lyon. Hein. Il y a eu des nouveaux matériaux qui ont ouvert de nouvelles pistes, mais c'est des choses qu'on peut retracer de manière rétrospective. Mais au moment où les pistes sont encore complètement détachées les unes des autres, hein. On a le nom de Fleurus qui traîne dans les préfaces d'Usuard et d'Adon, il traîne autour de l'exposition, mais avec un préjugé défavorable. Il est absent de l'exposition Missae, il est absent de son poème sur les reliques de Cyprien, et il se retrouve mélangé avec quelqu'un d'autre chez Fabricius. Alors la situation change peu de temps après, parce que donc cette situation où en fait Fleurus est là mais il n'existe pas, cette situation change un peu avec Fabricius, et puis parce que Marguerin de Labigne, dans la première Bibliotheca Patrum, alors les Bibliothecae Patrum, c'est une série de volumes, c'est une série ce sont les ancêtres de la patrologie de Migne, si vous voulez. Voilà. Et donc la première, c'est Marguerin de Labigne qui publie ça en 1575. Donc il essaie de rassembler toute la littérature patristique et médiévale, sauf les grands-pères, Augustin, Ambroise, etc., qui prendraient trop de volume. Tout le reste, il essaie de rassembler tout ça. Et là, dedans, il édite l'exposition Missae de Fleurus. Donc visiblement sans savoir qu'elle a déjà été éditée en 1548 par Masure en 1548. Mais il l'édite sous le véritable nom d'auteur et avec une bonne date, hein, au temps de Charles Le Chauve. Donc là, on a une avancée vraiment, vraiment majeure. Et puis la même année paraît aussi l'édition Princeps des Hommes illustres de l'ordre bénédictin de Trithème. Alors, que Trithème a écrit en 1492, mais qui est resté inédit jusqu'à présent. Hein, donc, qui n'est pas la même chose que Trithème avait écrit aussi un catalogue d'auteurs ecclésiastiques qui a été imprimé avant 1500, mais son De Viris Illustribus est resté inédit. Et c'est seulement dans cette œuvre-là qu'on a une notice sur un Florus, alors moine de Saint-Tron. Bon, on ne sait toujours pas trop pourquoi Trithème pensait qu'il était moine de Saint-Tron au diocèse de Liège, mais il y a cette notice sur Fleurus qui a composé un commentaire augustinien sur l'apôtre, et puis d'autres œuvres dont Trithème ne peut rien dire. Et 5 ans plus tard, édition Princeps aussi, d'un autre catalogue d'auteurs beaucoup plus ancien, puisque Sigebert de Jean Blou, donc vous voyez début 12e, dans lequel on a aussi une notice sur Fleurus, qui a composé un commentaire augustinien sur l'apôtre, ouvrage particulièrement remarquable, etc. Donc, les effets de ces publications ne se font pas attendre. Dès 1586, Baronius arrive à faire le rapprochement entre le Florus d'Adon, le Florus d'Usuard, qui l'intéresse particulièrement pour la question qu'il est en train de traiter, puisqu'il parle du martyrologe, mais aussi le Florus de Trithème et celui de Sigebert. Alors, malgré tout, donc, si vous vous souvenez bien, le Florus de Trithème et de Sigebert, ce n'est pas le même Florus que celui d'Usuard et d'Adon, parce que Usuard et Adon, ils parlent du Florus qui fait des martyrologes, et Trithème, Trithème et Sigebert parlent du Florus qui a fait un commentaire augustinien sur l'apôtre. Donc la porte est ouverte, même si Baronius ne s'aventure pas là-dedans parce que ce n'est pas son sujet, la porte est ouverte pour une extension du domaine littéraire de Fleurus. Mais le problème, c'est qu'il y a eu Fabricius entre-temps. Et donc, dans le même ouvrage de Baronius, on trouve ceci, cet endroit où Baronius invoque le témoignage de Drepanius Florus, le plus ancien des poètes chrétiens, pour démontrer qu'il y a eu des apparitions de Saint-Michel à Rome bien avant partout ailleurs. Donc pour lui, c'est vraiment un poète antique et romain. Alors que le poème est de Florus aujourd'hui, hein, on sait que le poème est de Florus de Lyon au IXe siècle. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un problème. Et effectivement, dès la Bibliotheca Patrum de 1589, deuxième édition, première refonte de la Bibliotheca Patrum avec beaucoup enrichi de beaucoup de littérature parue entre-temps, on a une distinction complète entre le liturgiste, Florus Magister de l'exposition Missae au IXe, et puis le poète du 7e siècle, avec une différence de datation par rapport à Baronius. Et puis, il faut aussi se rappeler toujours que ce n'est pas parce que quelque chose est publié, même dans un ouvrage de référence, que tout le monde est au courant, puisque Lindanus, évêque de Ruremonde, la même année, édite l'exposition Missae de Florus sans nom d'auteur, sans connaître l'édition de Masure en 1548, ce qui est assez logique, mais sans connaître non plus celle de la Bibliotheca Patrum de 1575.
Donc, on est déjà à la 3e édition indépendante basée sur 3 manuscrits différents et qui s'ignorent complètement les unes les autres. Mais tout de même, après cette première période complètement fragmentée, il y a un mouvement convergent qui a commencé, qui est possible et qui a commencé. En 1604, on a la princeps du poème de Walafrid à Agobard. Et ça tombe assez bien puisque l'année suivante, on a la grande édition, la redécouverte véritablement d'Agobard, que vous ne connaissez pas trop jusqu'à présent. Et Papyre-Masson a retrouvé le principal manuscrit qui nous conserve la quasi-totalité, qui est l'unique témoin de la quasi-totalité de l'œuvre d'Agobard. Et il en tire cette édition très importante, 1605, à la fin de laquelle il publie aussi d'autres textes de lyonnais contemporains. Donc on a évidemment là-dedans la princeps de la lettre à Barthélemy de Narbonne co-signée par Florus. On a un inédit de Florus que Masson a trouvé dans un autre manuscrit. Ce n'est pas dans le manuscrit d'Agobard, donc il a trouvé ça ailleurs et il a fait le rapprochement lui-même entre ce Dominus Florus de l'autre manuscrit et puis le Florus qui est mentionné autour d'Agobard. Il a repéré le poème de Walafrid et il a aussi repéré une mention de Florus chez Usuard. Alors, la mention de Florus chez Usuard, elle est très astucieuse et il a raison, mais il arrive bien trop tôt parce qu'en fait, les spécialistes à cette époque, les spécialistes du martyrologe, n'ont pas encore bien débrouillé la chronologie relative et la chronologie absolue des différents martyrologes, et de sorte qu'on va encore distinguer pendant encore un bon siècle Florus de Lyon, 9e siècle, de Florus, auteur de martyrologe, qu'on place au 8e. Donc, on se retrouve déjà avec 3 Florus. On a Drepanus Florus, Florus de Lyon, qui commence à graviter autour de Lyon, et puis Florus, auteur de martyrologe. Et puis, il y a 2 découvertes qui viennent précipiter les choses. D'abord, les traités sur la grâce et la prédestination, donc ils sont découverts d'après Paradin en 1570, découverts au manuscrit à la bibliothèque de l'île Barbe. Alors là, il parle en fait de Rémy de Lyon, parce qu'évidemment, de nouveau, les traités ne sont pas signés, donc ils sont attribués à qui? À l'évêque. Il fut au surplus grand théologien, des plus insignes docteurs de son siècle, comme témoignent ces saintes et doctes œuvres, lesquelles ont depuis 3 ans en ça été trouvées, et par le révérendissime évêque de Meaux, Jean du Tillet, mise entre les mains de doctes et religieuses personnes pour être divulguée et mise en lumière. La matière et argument qu'il a traité est de la prédestination et du franc arbitre. Alors en fait, l'édition se fait attendre encore 40 ans, mais lorsqu'elle intervient en 1610, elle précipite Florus dans un engrenage. Alors, je ne vais pas faire toutes les publications parce que ce serait trop ennuyeux et puis il n'y a pas le temps. Mais engrenage, en vous rappelant simplement le rôle que les querelles sur la grâce au XVIIe siècle, le rôle majeur que les querelles sur la grâce au XVIIe siècle ont joué comme stimulant pour les études historiques et les études philologiques et l'acuité de leur méthode, le développement de leur méthode, le développement des méthodes critiques. Donc Florus est précipité là-dedans et va être les textes de Florus vont être précipités là-dedans et participer à ce mouvement et en bénéficier. Et puis, deuxième découverte, en 1643, Jacques Sirmont découvre dans une œuvre inédite de Florus des fragments d'une œuvre perdue de Fulgence de Ruspe, donc évêque africain 5e, 6e, découverte très importante. Et dans la même œuvre inédite de Florus, il découvre aussi un grand nombre d'extraits d'œuvres perdues David de Vienne, et qu'il publie dans une grande édition des œuvres complètes de David de Vienne, qui fait aussi donc David de Vienne, évêque des Gaules, pour le coup, Vienne en Gaule, 5e, 6e. C'est une trouvaille absolument majeure, et Sirmont a le bon goût de chercher à qui il la doit. Donc, qui est ce Florus à qui il doit cette trouvaille? Et il est capable de rédiger toute une notice en citant un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas toutes éditées. Et parmi celles qui sont éditées, il lui attribue des œuvres qui ne lui sont généralement pas attribuées, en particulier le traité sur la prédestination contre Jean Scott. Mais il faut bien voir que ces éditions de Sirmont, donc, qui ont l'air de participer, si vous voulez, de la grande chasse à l'antique des érudits du XVIIe, il y a une vraie chasse à l'antique, il y a un prestige de trouver des textes antiques inédits, etc., c'est certain, mais toutes ces éditions de Sirmont, elles participent pas seulement à ce mouvement de chasse à l'antique, elles s'inscrivent aussi dans tout un travail dans le contexte des controverses sur la grâce, et là encore, Jean-Louis Quentin a bien montré qu'en fait, Sirmont construit un dossier historique sur les sources, sur les querelles sur la grâce, antiques
et médiévale. Et ces éditions de Fulgence de Ruspe et David de Vienne s'inscrivent là-dedans parce qu'il y a des textes anti-hérétiques dedans qui participent à tout ça. Dans le même mouvement, Sirmont, en 1945, édite les œuvres complètes d'Hincmar de Reims, et Hincmar, au début de son De Praedestinationne, vers 860-61, reproduisait in extenso un texte de Florus, précisément parce que Hincmar, en fait, a été le premier à s'apercevoir, donc dès 860, Hincmar s'aperçoit que les canons de Valence, j'ai fait allusion au début, les canons de Valence sont en fait un patchwork de citations du sermon de Florus. Et alors, Hincmar utilise beaucoup ça pour dire, bah voilà, Florus avait bien exprimé la saine doctrine dans son sermon, et les canons de Valence que j'attaque sont une forgerie dans laquelle on a déformé ses propos. Et donc, le fait que Hincmar donne un texte de Florus qui est inédit, d'une part, et d'autre part, il va parler de son ennemi, en fait, parce que Florus a une position qui est radicalement opposée à la sienne, il va parler de son ennemi en termes assez louangeurs, et ce qui contribue à asseoir la réputation de Florus au XVIIe siècle. Les lecteurs d'Hincmar voient que Hincmar a une bonne opinion de Florus. Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que Sirmont a republié le même texte en 1649 en annexe d'un ouvrage d'Apollon, apparemment sans s'apercevoir que c'était le même texte. Il l'a trouvé dans un manuscrit, puis il n'a pas eu l'air de faire le rapprochement. Et puis, si on revient un petit peu en arrière, en 1646, il a publié les œuvres de Théodulphe d'Orléans. Alors Théodulphe écrit un poème à Mauduin, ce qui offre à Sirmont l'occasion de mentionner le poème de Florus. Alors là, il ne dit même pas que c'est Drepanus Florus, alors que c'est édité dans les œuvres de Drepanus Florus. Mais lui, il dit Florus de Lyon aussi a écrit à Mauduin, et ça lui permet au passage de signaler qu'il y a 2 autres poèmes de Florus à Mauduin qui sont inédits dans tel manuscrit, le Codex Peto 791, qui est encore conservé aujourd'hui. Donc, il signale 2 inédits. Donc, visiblement, il a une idée assez claire, lui, de qui est Florus. Et puis, il publie dans la foulée, en 1648 une grande histoire de la prédestination, où là, pour le coup, après avoir publié toutes ses sources, etc., il publie une énorme synthèse, c'est une synthèse, mais c'est énorme, sur lui, comment il a compris les événements et comment il comprend les querelles sur la grâce antérieure, avec évidemment un travail d'historien, mais qui n'est pas qu'un travail d'historien, qui est aussi un travail de théologien et de théologien jésuite. Donc évidemment, les jansénistes répondent par ce travail absolument monumental où il y a à la fois une réponse historique, il y a de nouveau une énorme synthèse historique qui est une réponse explicite à Sirmont, et puis il y a tout un travail sur les sources, alors avec quelques inédits, et puis réédition complète d'un certain nombre de textes, dont ceux de Florus, sur une base manuscrite qui est bien meilleure, qui est la même qu'aujourd'hui en fait, et édition beaucoup plus précise, un bien meilleur travail que ce qui avait été fait en 1610. Et alors là, vous voyez que ça y est, les choses sont acquis, puisqu'on a sur le frontispice, on a Florus en chair et en os, Redivivus. Donc voilà, donc ça y est, là, les choses sont bien lancées, et alors là, on rentre vraiment dans une période faste. 3 ans plus tard, Andreas Bachmann, donc Revinus, démontre qu'en reprenant vraiment magistralement toute la bibliographie antérieure, que Drepanus Florus n'est personne d'autre que Florus de Lyon. C'est vraiment c'est vraiment une belle dissertation, 4 pages, 4 pages et demie, vraiment exemplaire. Mais alors, il faut noter que ça ne résout pas tout, et même loin de là. Alors, d'abord parce que sa démonstration est parfaitement acceptée par les historiens de la littérature, etc. Et ça change les histoires littéraires, on va le voir dans un instant. Mais en pratique, les 9 poèmes continuent quand même d'être édités à part parmi les œuvres du 7e siècle dans les grands corpus de référence, donc les Bibliothecae Patrum et Migne, encore au milieu du 19e siècle. Deuxième point, si Drepanus Florus n'est autre que Florus de Lyon, alors il faut expliquer
d'où vient ce nom de Drepanius, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les autres œuvres de Florus. Et donc, on fait le rapprochement avec des pratiques courtoises de la cour de Charlemagne, où on se donnait des surnoms en littérature. Donc, Charlemagne était David, parce que c'est le poète par excellence, auteur des psaumes, etc., etc. Donc, Florus, dit-on, s'était surnommé Drepanius en référence à ce Drepanius, poète antique. C'était son surnom de poésie. Et c'est... Voilà. Et troisièmement, le poème de Drepanius, donc le vrai poème de Drepanius, qui était dans l'édition de Morel et dans le manuscrit en tête avant les 8 autres poèmes de Florus, le vrai poème de Drepanius, qui avait jusque-là tiré Florus vers l'Antiquité, du coup bascule inversement sur le 9e siècle. Et il reste au 9e siècle, même si en fait les critiques émettent des doutes sur la possibilité que ce texte ait été écrit au 9e siècle, mais encore en 1884, quand Dummler réédite tous les poèmes de Florus, il réédite ce poème-là parmi les poèmes de Florus, même s'il le met tout à la fin, un peu pour exprimer qu'il y a des doutes, quoi. Et en fait, il a fallu attendre, pour comprendre, il fallait remonter de Fabricius à Morel, et de Morel dans le manuscrit 75-58, et il a fallu attendre 1999 et Anne-Marie Turcan-Verkerk pour que ce travail-là soit fait. Donc 99, c'est très tard. Donc c'est cette histoire de Florus qui se donne un surnom de cour par allusion au poète Drepanius, c'est des choses qu'on trouve dans la bibliographie encore assez tard dans le XXe siècle. Et qui se comprend en fait, c'est logique. Alors ensuite, on a l'édition Princeps de la préface de Van d'Albert, qui amène donc l'éloge sans cesse répété depuis de Florus, éloge contemporain. Et en 1666, quand Étienne Balouse refait l'édition des œuvres complètes d'Agobard, il peut dire que Florus est quelqu'un de très célèbre. Et puis, nouvelle étape décisive en 1675, ça y est, Mabillon démontre que l'exposition sur l'apôtre qui est imprimée sous le nom de Bède est bien de Florus de Lyon, alors que Mabillon lui-même a écrit le contraire 3 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, jusque-là, on avait pour une seule œuvre 3 candidats, Pierre de Tripoli, Bède et Florus, et donc chacun essayait d'attribuer l'œuvre à son candidat en ruinant les prétentions des 2 autres. Et Mabillon comprend que en fait, les 3 candidats ont des titres historiques solides à postuler, et la raison est que chacun des 3 a écrit une œuvre de ce genre, c'est-à-dire un commentaire de saint Paul composé d'extraits de saint Augustin. Et s'il l'a compris, c'est parce qu'il a découvert le véritable commentaire de Bède, qui est inédit. Donc, il peut en citer plusieurs manuscrits, mais commentaire qui est inédit, il l'est toujours à ce jour. Par conséquent, Bède est hors de course. Il reste pour l'exposition imprimée 2 candidats, Pierre de Tripoli et Florus. Et là, Mabillon montre qu'on n'a pas d'attestation de cette œuvre-là avant le IXe siècle, et les attestations les plus anciennes qu'on ait mentionnent Florus. Alors que Pierre de Tripoli, il est mentionné que par Cassiodore. Cassiodore n'a pas vu l'œuvre, il dit « on va vous l'envoyer d'Afrique », mais en fait, on n'est même pas sûr que l'œuvre soit arrivée à Vivarium, et on ne sait absolument pas à quoi elle ressemblait en réalité. Alors, cette dissertation de Mabillon, elle a généralement emporté la conviction, mais il y a des gens qui ont continué de se battre, en particulier pour Pierre de Tripoli. Et puis, il a fallu attendre, finalement, c'est l'identification du manuscrit original de l'exposition, et puis de manuscrits sources auxquels Florus a puisé, qui a définitivement clos la discussion. Donc ça, je vous parle, c'est début 20e. Mais André Villemard doit encore dénoncer le mythe de Pierre de Tripoli, je cite, en 1931. J'ai encore trouvé une attribution de l'exposition à Pierre de Tripoli dans une publication de 2011. Donc, vous voyez, les mythes bibliographiques ont la vie dure. En tout cas, en 1675, voilà, Florus bénéficie désormais du statut d'auteur bien identifié, ce qui est très avantageux, ça lui ramène plein de choses. On est heureux de publier des inédits. Donc, Mabillon publie 6 poèmes inédits de Florus, dont celui-ci qui est appelé à devenir un des préférés des historiens jusqu'à aujourd'hui, déploration du partage de l'Empire. Dachery publie aussi une petite collection canonique. En 1677, nouvelle Bibliotheca Patrum. Et alors là, autant depuis 1618, toutes les Bibliotheca Patrum répétaient la même chose sur Florus, enfin reproduisaient, réimprimaient la même chose. Autant là, en 1677, il y a un gros effort, tout simplement parce que le maître d'œuvre de cette Bibliotheca Patrum a collaboré avec Père François Chifflet,
qui a donné une grosse notice biographique et bibliographique sur Florus. Donc c'est la première fois, je pense qu'on a un texte aussi long qui fait le point qui fait l'état des connaissances sur Florus de Lyon. Et puis, il donne une nouvelle édition de l'Exposition Missae, donc c'est la 5e, 4e, mais cette fois, avec vraiment l'intention est explicite, c'est faire justice c'est rendre justice au texte de Florus, remplacer une édition défectueuse par une bonne édition du bon texte. Les histoires littéraires prennent bien acte, assez bien acte de toutes ces avancées. Donc, William Cave n'a plus aucune notice pour Drepanus Florus. Tout ce qui concerne Drepanus Florus est mentionné sous Florus de Lyon. Par contre, il a une mention à part pour Florus de Saint-Tron, auteur du Martyrologe. Ce qui est assez drôle parce que Cave prend acte du fait que l'exposition sur l'apôtre attribuée à Bède est rendue à Florus par Mabillon, donc ça il l'accepte. Mais le Florus de Tritem et de Sigebert, qui était le Florus de l'exposition, en fait, comme il est plus il bascule sur le Florus de Saint-Tron, qu'on distingue de Florus de Lyon, et donc il est ramené au 8e siècle. Donc il y a une espèce de court-circuit là entre les sources, mais tout simplement parce que les travaux sur le martyrologe ont été extrêmement complexes, et pour l'instant, on n'en est pas encore au point où on a pu réconcilier le Florus des martyrologes avec Florus de Lyon. Voilà, de nouveau, nouvelles œuvres publiées par Martin et Durand en 1717. Alors Martin et Durand qui disent qu'ils n'ont pas besoin de présenter Florus parce que n'importe quel étudiant sait très bien, n'importe quel étudiant en littérature connaît très bien ce personnage et ses œuvres. Ils sont très heureux de refaire l'édition de l'Exposition Missae de nouveau en disant qu'ils impriment un texte, enfin le texte complet, parce que jusqu'à présent c'était qu'un abrégé. En fait, ils impriment un truc interpolé. Voilà, mais comme ils ont dit qu'ils publiaient quelque chose de plus complet, du coup Migne a repris cette édition-là, plutôt que celle de Chifflet qui était meilleure. Et puis, entre-temps, Pierre Lebrun donc, avait expliqué toute l'histoire justement de ces éditions concurrentes de l'Exposition Missae, parce que Pierre Lebrun avait utilisé le témoignage de Florus pour des questions d'histoire de la liturgie, et visiblement on l'avait attaqué. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit là, parce que je ne sais pas combien, j'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé à parler, ça commence à faire longtemps. On lui a dit, mais ce que vous citez de Florus, c'est pas dans Florus. Donc en fait, il dit, bah si, c'est juste, vous n'utilisez pas les bonnes éditions, parce que les éditions sont ceci, cela. Voilà, et donc on en arrive finalement, j'ai pas tout cité, etc. Et puis tout n'est pas réglé, mais on en arrive à l'histoire littéraire de la France en 1740, où là, voilà, Florus reçoit une des notices les plus longues pour tous les auteurs carolingiens. Dans lesquels donc les moristes examinent sa vie, listent ses œuvres, en discutant, listent et discutent tout ça, sa vie, ses œuvres, et prononcent en fait un éloge assez enthousiaste, assez dithyrambique, de à peu près tous les aspects de son œuvre. Alors quand ils n'arrivent pas à trouver une louange, ils trouvent des excuses, et puis voilà, et comme ça tout se passe bien. Et puis ailleurs dans le volume, Florus est partout, c'est le célèbre Flore, le célèbre Flore, le célèbre Flore. On a l'impression que c'est une locution dans leur bouche qui est toute faite. À tel point qu'on se demande un peu pourquoi Apollon, quand Agobard est mort, pourquoi est-ce que c'est Apollon qui a été choisi et pas Florus? C'est quand même bizarre. Donc Apollon devait vraiment être un type exceptionnel. Ça tombe bien, on ne sait pas grand-chose de lui. Donc pour être préféré à quelqu'un d'aussi extraordinaire que Florus, il fallait vraiment qu'Apollon soit très très fort, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'on a fait du chemin depuis 1586 et 1486, et je voudrais conclure avec une citation de l'histoire littéraire de la France, justement. Et ceci, la réputation que Flore s'acquit d'abord par sa vertu et son savoir alla toujours croissant et s'est soutenue dans toute la postérité. Donc là, vous voyez que c'est assez ironique parce que la revanche sur les siècles est complète. On a oublié même l'oubli dans lequel Florus était tombé pendant quand même 7 siècles. On a oublié tout le travail qu'il fallait faire, qu'il a fallu faire depuis un siècle pour retrouver tout ça. Et puis, c'est d'autant plus ironique. C'est aussi ironique parce qu'au moment où les moristes écrivent ça, Florus, en fait, retombe un peu, alors pas dans l'oubli complet, mais il cesse d'intéresser pendant de nouveau un siècle et demi. Il intéresse beaucoup moins, les érudits publient plus trop de choses sur lui, ça n'intéresse plus trop parce que les intérêts historiques ont changé, hein. Et il cesse d'intéresser à peu près jusqu'à la fin du 19e où on se met à redécouvrir les manuscrits. Alors, si je fais une conclusion très très rapide pour revenir sur quelques enseignements que j'ai tirés en essayant de faire tout ça.
D'abord, c'est la difficulté à travailler sur un terrain qui est pas le mien, tout simplement parce que je connais même pas les instruments de recherche. Sur la période moderne, je suis pas familier des grands corps de publication, les revues, les collections, etc. Donc, d'une part, ça complique la tâche, ça rend les choses plus longues, et puis d'autre part, ça améliore pas le sentiment général qu'on risque de passer complètement à côté de quelque chose qui est évident, qui est central, qui a été très bien établi, etc. Donc voilà, sentiment dont je souffre, y compris sur mon propre terrain, donc sur le 17e, vous pouvez imaginer. Et puis, deuxième point, qui n'a rien à voir, c'est à quel point on tient la bibliographie ancienne, enfin moderne, mais ancienne pour acquise, et à quel point on se trompe en fait. Hein. Elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe qu'on croit. Elle est évidemment pleine de choses qui sont aujourd'hui complètement dépassées, qui sont complètement démenties, mais pleine aussi d'informations, de raisonnements qui sont précis, qui sont précieux, qui sont fins. Et puis le corollaire de cette affirmation, c'est à quel point on est tributaire de tout ce travail. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses qu'il est toujours impressionnant de mesurer. Hein, la complexité particulière, les errements particulièrement compliqués des questions sur Florus ont généré une sorte de corpus de propositions le concernant, qu'on retrouve dans la bibliographie sur Florus aujourd'hui, sans parfois savoir exactement d'où ça vient, sur quoi ça repose, tout simplement parce que retrouver l'origine dans un bouquin du XVIIe est parfois effectivement très très compliqué de telle ou telle proposition. Et puis pour finir, je voudrais insister de nouveau sur cette question de la continuité. Hein, on en parlait avant de commencer. Dans une certaine mesure, nous faisons des choses que faisaient les modernes, et dans une certaine mesure, les modernes font des choses que faisaient les médiévaux. Et ça ne veut pas seulement dire que nous perpétuons des pratiques anciennes, et souvent à bon droit, hein, parce que c'est des choses qui sont pertinentes, mais aussi qu'il faut faire crédit au Moyen-Âge de s'être interrogé, d'avoir fait des recherches avec ses propres moyens et ses propres idées qui ne sont pas les nôtres, ça c'est sûr, mais tout de même sérieusement sur des questions qui, après avoir été celles des modernes, sont désormais les nôtres. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ah, on ne t'entend pas. Pardon. Merci beaucoup pour cette enquête qui effectivement vient nourrir la réflexion. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le caractère de réapparition, de renaissance, qui montre encore une fois que le temps n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il disparaît, il réapparaît, il est reconstruit. Donc ça, c'était passionnant, outre les aspects philologiques qui sont très très intéressants, hein, évidemment. Et puis, oui, je trouve aussi que c'est intéressant dans votre conclusion sur la dimension à la fois finalement d'un savoir à la fois cumulatif, puisque en fait, oui, on voit s'accumuler quand même des connaissances qui s'affinent et en même temps avec le danger de la sédimentation, c'est-à-dire que il y a des moments où, oui, ça devient un sens, tout le monde le sait, un savoir commun, et puis on ne sait plus d'où ça sort, quoi. Hein. Et je pense effectivement que c'est quelque chose en histoire qui est important, c'est-à-dire qu'à la fois on accumule des connaissances et puis en même temps parfois ça sédimente et il faut aller redébroussailler tout ça. Alors, je vais ouvrir la discussion. Moi, j'aurais une première question qui est très naïve, un peu bébête. Mais plusieurs fois, vous avez mentionné le fait qu'on le désigne comme Florus moine. Et pourquoi moine? Parce que, alors bon, je sais bien qu'il vit à une période où la distinction est peut-être pas encore très nette. Je ne sais plus quand est-ce que à Lyon on adopte ou pas le mode de vie canonial, mais enfin, pourquoi moine? Alors, je ne sais pas, je pense que c'est effectivement une appellation par défaut. Et en fait, alors une des hypothèses, une des raisons, quand on voit Trithème par exemple, Trithème, il liste Florus, non pas parmi son catalogue d'auteurs ecclésiastiques, mais comme les hommes illustres de l'ordre bénédictin, comme si Florus avait appartenu à l'ordre bénédictin. Et une des raisons pour lesquelles on pense qu'il a pensé que c'était un moine de Saint-Tron, de l'abbaye de Saint-Tron, c'est on pense que parce qu'il avait vu ça dans un manuscrit de l'Expositio de Saint-Tron.
Et donc, il a pensé que c'était, ou quelqu'un, ou le bibliothécaire local de bonne foi lui a dit que bah oui, c'était un moine de l'abbaye, c'était la gloire locale, etc. Donc, je pense que c'est plutôt par défaut, c'est que comme il y avait ce quodam floro, ce quidam florus qui traînait dans les titres, et que l'exposition était désormais assez commune dans les bibliothèques monastiques, bah, il y a des gens qui ont qui ont rempli le vide de ce nom par, par les attentes qu'ils avaient sur la personne que devait être cette personne. Oui, mais alors ce qui nous suggérerait que, parce que vous avez dit que en fait c'était avant même Tritem, c'est-à-dire, enfin avant même l'impression de Tritem en tout cas, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, dès la première moitié du XVIe, en fait, on a ces mentions de Florus Ouais, moine. ouais, en fait, c'est ça, Euh, parce que c'est déjà ce que dit Bade quand il réimprime, ouais, c'est ça, hein. quand il réimprime le Florus en 1522, Ouais. il parle déjà de Florus moine. Et ce qui voudrait dire qu'en fait, dès la première moitié du XVIe siècle, il y a une espèce d'idée qu'un érudit médiéval, c'est un moine. Ça peut. C'est possible, ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Oui, oui, mais qui doit dépendre un peu parce qu'il y a aussi, c'est aussi très intéressant de voir qui a voulu attribuer l'exposition à qui et comment. Et en fait, c'est beaucoup des questions d'obédience. C'est-à-dire que les gens qui aimaient cette œuvre, qui s'intéressaient suffisamment à cette œuvre, qui la trouvaient intéressante, du coup, avaient envie que l'auteur les intéresse, les touche. Et donc, ils se sont efforcés de trouver des arguments pour, très souvent. Quand il n'y avait pas beaucoup d'arguments à disposition, ils se sont efforcés de tirer la couverture à eux, en fait, de certaine façon. Alors, ça m'attire vers une autre question. Et du côté réformé, il n'y a rien du tout. Eh bien, bonne question. Je ne sais pas. Bon, Je ne sais pas. Non, en fait, une des impasses que j'ai faites dans l'exposé, c'est sur les années 1610-1640, où les premiers travaux historiques sur les querelles sur la grâce, en fait, ils ont lieu côté protestant parce que c'est côté protestant parce que ils sont moins liés finalement, ils sont moins liés à des questions. Mais ça, c'est dans Quentin aussi, dans l'article de Quentin, Histoire de la grâce 2012. Euh, c'est moins lié à des questions protestants catholiques qu'à des questions internes aux protestants, comme ensuite ça deviendra une question interne aux catholiques à partir de 1640. Et voilà. Donc les premiers travaux historiques qui effectivement vont largement citer les traités lyonnais, en les attribuant à Rémy essentiellement, ce sont des travaux protestants. d'accord. Autre question, intervention? Oui, Sébastien? Oui, bah, d'abord, merci pour le bel exposé. Euh, En fait, j'avais une question de curiosité sur l'effet qui a été un petit peu abordé à long terme des problèmes d'attribution qui visiblement se sont poursuivis jusqu'à une époque très récente. Est-ce que c'est juste anecdotique ou est-ce que après ça pose vraiment des problèmes, disons, historiographiques? Parce que je me souviens que pour un certain nombre d'auteurs, souvent attribués un peu n'importe comment ou par défaut, genre Bernard de Clairvaux, ça peut vraiment avoir des conséquences historiographiques très ennuyeuses. Et dans mon cas, ça en a eu, mais enfin, j'espère que c'est pas devenu historiographique parce que finalement, j'en savais rien. Parce que moi et mes collègues d'alors, on a dû rappeler trois années de suite à la même personne que le texte qu'il attribuait à Bernard de Clairvaux en même temps que la patrologie latine ne lui était plus attribué depuis au moins 20 ans. Mmh. Et enfin, je crois que, alors bon, je ne suis pas très versé en études bernardines, mais il me semble que c'est vraiment un problème, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui se trompe un petit peu par là, mais que ça pose vraiment des questions. Est-ce que c'est pareil là? Alors, je dirais probablement moins. Je dirais que clairement, il y a eu des moments où ça posait des problèmes, hein. Quand Baronius tire argument de Drepanius Florus pour faire un argument historique parce que dans sa tête, il y a 5 siècles de décalage entre l'auteur et la réalité,
Voilà. Donc, quand les gens ont vraiment cru que Drepanus Florus était un auteur antique, ça a pu poser des problèmes. Ce genre de choses. Après, je dirais que ça en a moins aujourd'hui. D'abord parce que les choses sont quand même moins touffues qu'avec Bernard de Clairvaux pour des questions de volume, pour des questions de volume d'œuvres et de volume de bibliographie, je pense. Et puis parce que ça reste un auteur qui est moins important que Bernard, et donc du coup les, les enjeux, peut-être ce qu'on peut projeter sur lui, ce qu'on peut projeter sur lui est probablement moins important aussi. Donc je pense que peut-être malgré tout, les questions maintenant sont plus débrouillées ou sont plus claires que dans le cas de Bernard. Et puis, il y a beaucoup ce fait aussi qu'on a oublié qu'on avait oublié, et on a oublié que ça avait été un gros travail. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde les poèmes de Florus, on a la belle édition de Dummler qui est de 1884, où on a les 28 poèmes qui sont les uns après les autres, etc. Et en fait, c'est très, très difficile de reconstituer l'état de la documentation avant Dummler. Parce que Dummler n'a pas vraiment, parce que c'était pas son objet, il n'a pas vraiment fait la liste complète de toutes les éditions, etc. Machin. Et donc c'est vraiment compliqué de. Donc on est un peu aussi, on a un peu une espèce de paravent derrière nous qui aplatit un peu la complexité historique et la profondeur chronologique des questions, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Parce que Après, je dois bien reconnaître que pour des gens, disons, avec mon profil ou des gens comme moi, c'est toujours un petit peu un risque de toute façon. Parce que, parce que c'est vrai que je suis sans doute le premier à être susceptible à une occasion quelconque de ne pas penser à aller vraiment bien regarder dans la bibliographie, y compris récente ou un petit peu récente, quand j'ai l'impression qu'une question est un petit peu secondaire dans Oui, mon mais raisonnement. oui, alors en fait, ce que je voulais dire aussi par ma réponse, c'est que d'une certaine façon, ça n'a plus trop d'importance au sens où maintenant, effectivement, quand on lit des synthèses sur Florus, en fait, les choses sont relativement bien débrouillées. Voilà. Alors après, pour moi, parce que je suis en plein dedans, il y a des choses sur lesquelles on peut pinailler à l'infini, mais c'est mon boulot. Mais globalement, l'état des connaissances sur Florus, maintenant, il est bon, il est relativement clair, etc. Et il y a moins de conséquences, il y a moins de répercussions d'erreurs passées aujourd'hui dans ce qu'on peut trouver sur Florus. Et alors, si je peux me permettre une autre curiosité, mais qui n'a rien à voir, euh, si j'ai bien compris, on connaît des travaux préparatoires aux actes du Concile de Valence, c'était? Mm. C'est de sa main, je veux dire physiquement Ouais. Ah, c'est Oui, chouette. ça c'est Klaus Technikas qui a montré que dans le manuscrit donc Berlin, Philips 1745, qui est un manuscrit du 7e, 8e, si je ne me trompe pas, alors c'est notre témoin des constitutions surmondiennes, donc plusieurs constitutions de Théodose qui sont transmises que par là et par un manuscrit du Xe siècle qui copie celui-là. Et en fait, dans une des constitutions, on a les préparations à la manière de Florus, avec des petits crochets, machin, exactement les passages que le Concile de Valence cite à l'appui d'une décision judiciaire. Donc, ça, c'est Klaus Technikas qui a découvert ça donc, dans sa thèse sur Florus qui est parue en 99. Et voilà, et c'est notre dernier terminus post-quem pour la mort de Florus, quoi. Ensuite, il a pu vivre encore 10 ans, on ne sait pas, mais voilà, a priori, en janvier 855, il était toujours vivant. Ok, merci.
Et tant qu'on est sur ses œuvres à lui, on a des manuscrits contemporains de l'époque, de sa main, ou qu'il aurait dicté, ou on n'a que des copies plus tardives Ça dépend des œuvres. Non, pour l'exposition, on a la moitié de l'original. La première moitié a D'accord. disparu. Pour les traités sur la grâce, on a un manuscrit original. Pour les 4 grands traités qui ont été imprimés en 1610, on a un manuscrit original. Pour le petit sermon qui a été reproduit par Inckmar, on n'a pas. On n'a que manuscrit plus tardif. Donc oui, on en a quelques-uns. Ouais. Enfin, voilà. Et puis après, on a un manuscrit qui est un vademecum, donc c'est pas vraiment une œuvre à lui, mais c'est des choses qu'il a copiées pour s'en servir. Donc, et au niveau main, ça colle, quoi. ouais. Donc, Oui, c'est. donc ça veut dire que même ses propres œuvres, il les a écrites. Enfin, il les Alors, a. non, en fait, dans le manuscrit, par exemple, dans le manuscrit des traités sur la grâce, il y a 4 écrits. Ah, Il y en a un qui est tout entier de sa main, et a priori, c'est le plus ancien manuscrit holographe d'Occident, donc, d'accord. écrit de la propre main de l'auteur. Euh, et les 3 autres sont écrits de la main d'un copiste qui a été identifié par Louis Holtz en 2009, qu'on appelle le copiste B. Donc Florus a dû dicter, et sauf qu'il y en a un dont la conclusion, visiblement, la conclusion, il l'a écrite lui-même. Et donc ça, ce D'accord. copiste B, c'est quelqu'un qu'on retrouve comme collaborateur de Florus dans le manuscrit original, enfin ce qui reste du manuscrit original de l'exposition. D'accord. Donc en fait, il a alterné entre le fait d'écrire lui-même et de dicter à quelqu'un, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'une des questions aussi que pose ce manuscrit-là, c'est à quel point est-ce que c'est un manuscrit original, Ouais. à quel point est-ce que c'est un manuscrit d'auteur. C'est-à-dire une copie qu'il a prise sur l'original pour ses propres pour conserver dans ses papiers, alors que l'original allait ailleurs. Je sais pas, donc voilà. Donc c'est tout à fait possible que pour les premiers, on ait ce qu'il a dicté, et qu'en revanche, pour celui qui l'a écrit lui-même, en fait, on a une copie de sa propre main de ce qu'il Ah avait oui. dicté dans le manuscrit original. D'autant que, si je ne fais pas d'erreur, dans le manuscrit qu'on a, il y a quelques additions. Il y a quelques éditions hors texte qui ne sont pas, enfin ça j'en suis sûr, qui, si je ne fais pas erreur, ne sont pas dans les autres témoins qu'on a de ce texte. Donc ce qui pourrait vouloir dire que les autres témoins descendent de l'original, et que, en revanche, lui avait cette copie personnelle sur laquelle il a continué de travailler. Ouais, d'accord. Autre question, intervention? Moi, j'avais une question sur Lebigne qui fait un saut apparemment qualitatif quand même en 1575, assez impressionnant. Vous avez pu identifier pourquoi, comment, enfin, à quoi il s'informe Non, alors en fait, effectivement, les grands problèmes, c'est que comment est-ce que Sigebert connaît Florus? On ne sait pas. J'ai pas cité, il y a Mathieu de Westminster, enfin Mathieu Paris, qui le cite aussi. Comment est-ce qu'il connaît? On ne sait pas. Tritem, comment est-ce qu'il connaît? On ne sait pas. Donc, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont vu le nom dans les manuscrits et puis ils ont fait la notice à partir de ça, ou est-ce qu'ils avaient une source? On ne sait pas. Et comment est-ce que Marguerin de Labigne savait que cet auteur d'exposition était du temps de Charles le Chauve? Effectivement, je ne sais pas. C'est peut-être possible de savoir, mais ça me reste assez mystérieux. Ouais. Ouais, parce que c'est impressionnant quand même. Oui, et puis ça m'étonnerait que ça ait été dans son manuscrit pour le coup. Enfin, ça m'étonnerait que dans Oui, le manuscrit de l'exposition Missae oui, qu'il avait, oui, peut-être qu'il y avait le nom de Florus, mais ça m'étonnerait qu'il y avait l'indication oui, oui. Florwit euh, sous Charles le Chauve, quoi. Donc, il a dû trouver ça ailleurs, mais je ne sais pas où, parce qu'en plus, même Tritem donne pas de date. Alors, Tritem permet de dire à peu près à quelle époque c'est, parce que pour l'auteur précédent, il donne une date, et pour l'auteur suivant, il donne une date. Et visiblement, chronologiquement, ça marche. Mais ça ne correspond pas avec Charles le Chauve.
C'est trop tôt. Donc, c'est probablement même pas dans Tritem que Labine a trouvé cette information-là. Bon, enquête à poursuivre. Voilà. Autre question, intervention? Pas vraiment une question, mais juste quand même. Heureusement que tous ces gens se sont disputés au XVIIe siècle, hein, parce que entre ces textes-là, la diplomatique et l'érudition en général, s'il n'y avait pas eu tout ça et des gens à la fois pour s'enguirlander sur la grâce et sur l'authenticité des chartes, quand même, on aurait beaucoup moins de choses maintenant. Ah, ça serait beaucoup plus compliqué de s'y repérer, oui. Mais même effectivement méthodologiquement. Hein. Ah oui, oui. Mais je suis désolé, c'est très banal, mais ça reste quand même impressionnant de voir que ce qui a fini par se sédimenter comme, je ne sais pas comment dire ça, comme une base scientifique, ou les débuts de base scientifique assez, j'aurais presque envie de dire pépère, au départ, en fait, c'était des conflits qui, je suppose, devaient aussi pouvoir être assez musclés. Enfin. Et pas simplement la progression de la science uniquement pour elle-même, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des attitudes, il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Et Chifflet, c'est quelqu'un Pierre-François Chifflet, c'est quelqu'un qui était probablement le premier à s'intéresser vraiment de manière à se concentrer sur Florus comme tel. Et alors lui, pour le coup, il travaille sur le reste. Il reste complètement à l'écart des questions sur la grâce. Les moristes, ils font bien attention de ne pas trop s'engager, mais Chifflet, il n'y va même pas. Il travaille sur le reste, il travaille sur ce qu'on a reçu de Florus en termes de littérature patristique, etc. Donc lui, il fait beaucoup plus un travail d'érudition beaucoup moins engagé. Et l'éclipse après 1740, parce que bon, vous ne vouliez pas durer trop longtemps et c'était tout à votre honneur, mais bon, vous avez dit voilà, les centres d'intérêt changent. Ouais, c'est qu'il n'y a plus de débat de type sur la grâce, sur la prédestinée, enfin oui, sur la grâce, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a moins de théologie en général. Ouais. Il y a aussi parce que Florus est beaucoup identifié comme compilateur. Et alors, en fait, jusqu'à la fin du XVIIe, être compilateur, c'est intéressant. Au XVIIIe, non. Les gens disent que les compilations, c'est pas intéressant parce que c'est que de la compilation. Ils le disent noir sur blanc. Hein. Tout ça, c'est un fatras de trucs, ça sert à rien. Donc, je pense que ça lui a nui. Et les choses pour lesquelles il reste, les choses qui le font survivre dans la bibliographie, alors là, pour le coup, où les gens citent, traduisent, expliquent, etc., c'est le traité sur les élections épiscopales, parce que là, pareil, en fait, il y a des enjeux politiques, un peu tout au long de la période, qui a la responsabilité de nommer les évêques, qui devrait. Donc là, on a un texte historique qui dit, mais dans l'Église ancienne, non, c'était comme ci, c'était comme ça. Enfin, qui permet de dire dans l'Église ancienne, c'était comme ci, c'était comme ça. Donc ça reste beaucoup. Et puis, le poème sur la division de l'Empire. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a un basculement vers les côtés d'histoire politique, pour lesquels Florus présente quelques textes de Florus présentent un intérêt, ces deux-là, mais les autres, non. Les autres, ça sort du périmètre d'intérêt des historiens de l'époque, en quelque sorte. C'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais globalement, ça se calme beaucoup après 1740. Ouais. Il est dans l'encyclopédie ou pas?
Celle de Diderot et d'Alembert. Ah bah bonne question, j'ai jamais regardé. Bah, je vais aller regarder, tiens. Oui. Oui, elle est en ligne en plus. Merci. Donc, ouais. Bonne question. Je ne sais même pas pourquoi je ne me suis pas posé la question, tiens. Le dictionnaire historique de Bell aussi, ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est que je ne suis pas descendu jusque-là et du coup, je n'ai même pas réfléchi à quels pouvaient être les usuels vraiment de l'époque, les ouvrages de référence de l'époque. Ouais. Merci beaucoup. Bon. Autre question, autre intervention? Non? Bon. Alors, il nous reste à remercier Pierre Chambert-Prota parce que vraiment, c'était vraiment passionnant. Et puis, je signale, je vois qu'il y a quelque chose dans la discussion que je n'avais pas vu, pardon. Non, c'était Coraline qui disait merci beaucoup. Donc, je signale qu'on se retrouve le 25 mai. Donc, c'est pas lundi, c'est mardi prochain, je pense. Oui, c'est ça. Même heure, 16h-17h, pour l'intervention de Coraline Ray, qui sera consacrée aux archives cisterciennes, mais cette fois-ci sur leur versant médiéval, hein, mais avec une réception aussi moderne d'un recueil de privilèges préparé à la toute fin du Moyen-Âge, si je me souviens bien, hein, c'est ça? C'est ça. 1492, donc on est vraiment pile sur la limite, quoi. Exactement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et vraiment, on remercie encore Pierre Chambert-Prota et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.